Bienvenue à tous, je m'appelle Nicolas Spagnol. Je suis actuellement analyste d'affaires SAP pour Clanic au bureau de Montréal. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire un petit peu le tour du sujet du machine learning, notamment le but c'est de le démystifier. Et pourquoi en fait j'ai choisi ce sujet, c'est parce qu'en fait je suis arrivé à Montréal il y a 1 an et des personnes que je rencontre, c'est souvent des architectes ou alors des personnes qui travaillent dans le milieu artistique, enfin bref, qui sont éloignés du milieu informatique. Donc, lorsque je vais passer du temps avec eux, forcément, la première question qui arrivait, c'était qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et quand je leur explique que je suis analyste d'affaires sur du SAP, ou alors que je connais aussi le machine learning et que je le pratique dans mes projets personnels ou alors au travail, ils savent pas vraiment ce que c'est. Donc, j'ai dû forcément adapter mon langage avec ces personnes et leurs compétences. Donc, je me suis dit, pourquoi pas proposer ce genre de sujet à mon entreprise, d'où le sujet d'aujourd'hui qui est démystifier le machine learning pour le rendre plus accessible. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire déjà un premier point sur qui je suis exactement, ensuite de faire un quiz, parce que j'aime beaucoup l'interactivité. Vous allez pouvoir prendre votre téléphone, vous rendre sur le site de Kahoot pour accéder au quiz. Oui. Je me permets de dire, on ne voit pas ta présentation. Tu veux bien revenir sur la bonne présentation? Est-ce que c'est celle-ci? Là, on est sur LinkedIn. Il faudrait que tu fermes LinkedIn parce que ça fait... Ouais. Est-ce que vous voyez tout maintenant? Non, ça n'a pas changé. Je pense qu'il faut que tu recommences le partage. Est-ce que le partage a déjà été fait? Je suis en partage d'écran depuis tout à l'heure. Et fermer LinkedIn parce qu'en fait, on t'entend en double, ça rediffuse et... Autant pour moi. Est-ce que vous pouvez voir maintenant? C'est OK, c'est OK, c'est OK. Super. Là, on est bon. Super, enfin. Donc, je vous propose dans un premier temps un quiz, histoire que ce soit un peu interactif et que vous puissiez aussi prendre des actions. À la fin de ce quiz, il y aura forcément des personnes gagnantes et un premier gagnant. Et je propose à ce premier gagnant de nous envoyer un message pour qu'on te donne une adresse email et que tu puisses recevoir un lot de la part de Clanic. Dans un deuxième temps, on fera un tour de l'écosystème autour du machine learning, donc autant les algorithmes qu'on utilise que les métiers qui sont présents pour le machine learning. Et dans un dernier temps, je vous propose de parler de l'impact du machine learning sur la société. Donc, première partie, le quiz. Alors, je vous invite à vous rendre tous sur le site de Kahoot. Vous avez l'adresse mail qui est indiquée et ensuite un code PIN qui se charge pour que vous puissiez vous y rendre. Je vous laisse y aller. Alors, d'après vous, quand a été inventé le premier algorithme de machine learning? Alors, il est toujours possible pour vous de vous rendre sur le site de Kahoot, www.kahoot.it, et il faudra rentrer un code PIN qui est indiqué juste en bas de l'écran. Alors, pour information, l'algorithme de machine learning a été inventé par un ingénieur de IBM dans les années 1959, par Arthur Samuel. Alors, question suivante. Pour que les algorithmes de machine learning soient performants, il suffit d'avoir beaucoup de données. Est-ce que c'est vrai ou faux d'après vous? Alors, c'est faux. C'est une bonne réponse. On estime qu'en fait, il faut ce qu'on appelle les 3 V. Donc, 3 V,
3V pour vélocité, donc c'est-à-dire beaucoup de données qui soient générées. Et à l'ère des réseaux sociaux aujourd'hui et de tout ce qui est aussi objets connectés, et simplement aussi nos navigations sur Internet, il y a beaucoup de données qui sont générées, donc c'est important pour entraîner nos algorithmes de machine learning. Ensuite, on parle de variété, donc que ce soit des données qui soient structurées, non structurées ou alors semi-structurées. Donc par exemple, pour données structurées, on peut penser à des fichiers Excel. Des données non structurées, on peut penser par exemple à des likes sur Instagram. Et puis pour des données semi-structurées, on peut notamment penser à tout ce qui est email. Alors, question suivante. L'entreprise Netflix utilise-t-elle du machine learning pour ses clients? C'est bien sûr vrai. C'est bien sûr vrai. Alors, le but de cette question, forcément, elle paraît assez intuitive, mais ce que je voulais surtout vous expliquer, c'est les différents algorithmes qui sont derrière. Et il y en a notamment deux qui sont intéressants et que vous pouvez voir au jour le jour sur la plateforme Netflix. Le premier, c'est le Recommendation System. Donc, en fait, l'interface que vous avez de base sur Netflix, ce n'est pas dû au hasard, c'est par rapport à toutes les séries, à tous les films que vous pouvez regarder. À partir de là, on peut déjà baser vos préférences, on va dire, sur 3-4 séries. Et ensuite, les recommandations seront faites par rapport à ce que vous aimez. Et le deuxième algorithme qui est en jeu, c'est un algorithme de Supervised Quality Control. Le but de cet algorithme, c'est de faire en sorte que tout ce qui est publié sur la plateforme Netflix soit compliant au niveau son, au niveau qualité, pour que vous puissiez avoir la meilleure expérience client. Et si les vidéos et le son ne sont pas bons, n'atteignent pas la target de 90% minimum de satisfaction, on refait passer le contenu au travers des algorithmes pour que ce soit amélioré et pour que vous puissiez avoir, encore une fois, in fine, la meilleure expérience client. Alors, question suivante. Quel est le pourcentage de clients prêts à fournir leurs données à une intelligence artificielle pour améliorer leur expérience? Et la réponse, c'était 62%. Alors, c'est une étude qui a été réalisée par Salesforce aux États-Unis l'année dernière. Ils ont interrogé des passants dans la rue et 62% d'entre eux veulent donner leurs données pour avoir une meilleure expérience client. Donc, expérience client, ça peut être soit de l'emailing ou soit avoir des produits qui soient mieux recommandés. Le but, encore une fois, c'est que le client soit satisfait. Et c'est ce que cette étude, en tout cas, a démontré. Question suivante. En 2025, combien de personnes travailleront dans le domaine de l'intelligence artificielle? Et la réponse est 100 millions. C'est ça, 100 millions. Alors, on pourrait s'attendre à peut-être beaucoup plus, mais la chose, c'est qu'il y a une grosse pénurie au niveau des compétences pour tout ce qui est machine learning, donc que ce soit pour connaître le langage Python, le SQL ou alors les différents outils pour traiter les données, comme par exemple Tableau. C'est des compétences qui manquent énormément, donc il y a un shortage, mais il y a aussi des solutions. Les solutions qu'il y a actuellement, c'est donc les investissements des gouvernements dans tout ce qui est formation, et aussi beaucoup plus des initiatives privées. Je pense notamment à la plateforme Coursera qui met en ligne des certificats pour tout ce qui est data scientist et data analyst. J'ai moi-même passé deux certificats de data analyst. Le premier, c'était en collaboration avec Google et le deuxième, c'était en collaboration avec IBM. Le but, c'est de voir, dans un premier temps, un panorama de ce que c'est exactement l'écosystème d'un data analyst, ses tâches exactement, et quelle est surtout sa valeur ajoutée pour l'entreprise. On est presque à la fin. Quel est le nom de l'assistant d'intelligence artificielle de Microsoft révélé en 2023?
Et la bonne réponse était copilote. Alors, c'est une intelligence artificielle qui va être, qui est déjà, déployée dans toute la suite Office. Et je pense notamment à Excel. Au lieu de faire 5-6 manipulations, par exemple, effacer des lignes ou des doublons, Copilot pourra le faire à votre place. Donc, c'est un énorme gain de temps pour vos tâches, en tout cas. Et dernière question. L'État français ambitionne d'être un des leaders de l'intelligence artificielle. Combien d'euros se chiffre son plan de financement? Et la bonne réponse était 2 milliards. Alors, ce n'est pas 2 milliards directement qui vont être investis, c'est sur 3 ans les plans d'investissement. Super, donc je vais continuer la présentation. Alors, je vous ai dit il y a quelques minutes que je travaille justement pour Kleink en tant qu'analyste SAP, spécialement sur SAP S/4HANA. Mais pour vous présenter mon parcours en général, donc je travaille dans le monde de l'IT depuis, on va dire, depuis 2015. J'ai passé 2 ans, en tout cas, en tant qu'assistant sales pour Dell EMC à Montpellier pour le marché français. Et puis ensuite, j'avais envie d'expatriation. Et puis, je me sentais quand même bien dans le monde de l'IT, fait que j'ai regardé dans mes contacts qui travaillaient dans le monde de l'IT en dehors de la France, justement. Et puis, j'avais eu des contacts notamment à Lisbonne, où j'ai été modérateur pour YouTube pendant 1 an. Donc, mon rôle consistait principalement à modérer le contenu qui était publié sur la plateforme. Donc, quand je dis contenu, je pense notamment aux photos et aux vidéos. Et puis, au bout d'1 an, j'ai eu la chance d'avoir un autre défi professionnel, cette fois-ci en Belgique et plus précisément à Bruxelles, où j'ai été business analyst sur 2 types de logiciels. Le premier, c'est Salesforce, donc le CRM, et ensuite ServiceNow, qui est plus du cloud computing. Donc, je travaille depuis 2022 en tant qu'analyste d'affaires à Montréal sur le logiciel SAP S/4HANA. Et je travaille précisément pour l'entreprise Stelpro, qui est dans le secteur manufacturier et qui est connu en tout cas au Canada ou même en Amérique du Nord pour être le leader pour la production et la vente de produits de chauffage et aussi de climatisation. Et en dehors du travail, j'ai différentes activités et surtout différentes passions. La première, c'est la boxe anglaise que je pratique depuis 3-4 ans, je vous dirais, surtout depuis que je suis à Bruxelles. Et aussi, j'aime cultiver mon côté artistique en tant que photographe de mode, toujours en tant qu'amateur. Donc, vous pouvez voir à l'écran quelques photos que j'ai pu faire avec des amis, en tout cas. Donc, ça, c'est le quiz. Donc, comme je vous ai dit aussi au début, j'aime beaucoup l'interactivité. Donc, ce que je vous propose, c'est de me donner votre définition du machine learning dans les commentaires. Qu'est-ce que vous entendez exactement par là? Il n'y a pas forcément de bonnes ou de mauvaises réponses. Simplement, donnez-moi votre avis et puis on verra quelle est la définition exacte, en tout cas. Ou même 2-3 mots, facilement. Alors, je vois Mathis qui dit c'est de l'apprentissage automatique à partir de jeux de données. Oui, c'est une bonne réponse. Laure qui dit une réaction de l'algorithme suite à des réponses qui lui ont été données précédemment. Ce dernier évolue au fur et à mesure de sa vie. C'est exact. Je vois Arthur qui a mis un bon commentaire. Donc, le machine learning, également appelé apprentissage automatique en français, est une sous-discipline de l'intelligence artificielle qui se concentre sur le développement de systèmes informatiques capables d'apprendre et de s'améliorer à partir de données. Mais il y a la présence d'experts aujourd'hui, en fait. C'est exactement ça. Alors, pour vous donner une définition que j'ai pu trouver, alors, ce qu'il en est exactement, c'est
L'apprentissage automatique est une branche de l'intelligence artificielle et de l'informatique qui porte sur l'utilisation des données et des algorithmes pour imiter la manière dont les êtres humains apprennent afin d'améliorer progressivement sa précision. Alors, si on retourne dans les années 1950, lorsque les premiers ordinateurs ont été créés, il y a toujours eu l'envie, en tout cas, d'imiter l'homme et de faire en sorte que les machines puissent le faire. C'est pour ça que, notamment, il y a eu le test qui a été créé par Alan Turing, qui porte son nom, donc le test de Turing, qui a pour but d'évaluer quand est-ce qu'un ordinateur pourra réfléchir par lui-même, ou du moins avoir une première once de réflexion. Et puis on le voit maintenant aujourd'hui que grâce aux quantités de données, à la variété de données et surtout au traitement des données, on peut entraîner nos algorithmes pour qu'ils puissent être autonomes sur le traitement de différentes tâches. Alors, pour passer à la suite, je vous propose de parler de l'écosystème autour du machine learning. Donc, dans un premier temps, donc autour du machine learning, alors, grosso modo, il y a toujours beaucoup plus de métiers, mais vraiment les 3 gros métiers qu'on retrouve autour du machine learning, c'est data analyst, data engineer et data scientist. Donc, ce que je vous propose là maintenant, c'est de vous détailler un petit peu ce que c'est exactement. Donc, le data analyst, on peut le voir comme la personne qui va donner des insights à la direction de son entreprise pour pouvoir prendre des décisions basées sur le traitement des données. Donc, le type de demande qui peut être demandé, c'est par exemple, imaginons qu'on est dans le secteur du e-commerce, si on veut savoir le nombre de colis qui partent de l'entrepôt et qui arrivent chez le client, il y aura un fichier Excel avec beaucoup de lignes et beaucoup de colonnes, pardon. Donc forcément, lorsqu'on voit tout ça, on voit beaucoup de chiffres, on ne croise pas les données, on ne sait pas vraiment ce qu'il en est, mais le data analyst, lui, son but, c'est encore une fois de donner des insights, mais tout ça, c'est fait en croisant les informations, en faisant passer des algorithmes pour pouvoir extraire de la connaissance de toutes ces lignes et de toutes ces colonnes. Le rôle du data engineer, lui, simplement, c'est surtout de faire en sorte que les données soient mises à disposition des utilisateurs, donc notamment du data analyst et du data scientist, via des pipelines. Ces données, elles seront collectées, elles seront nettoyées et ensuite mises à disposition pour les parties prenantes impliquées dans les projets d'analyse de données dans l'entreprise. Et le rôle du data scientist, lui, on va dire que c'est un peu plus le matheux, on va dire. Lui, son but, c'est d'utiliser beaucoup d'algorithmes, donc beaucoup aussi de statistiques et beaucoup de maths très poussées pour construire des modèles d'algorithmes qui vont servir aux data analysts notamment, mais aussi pour le data scientist lui-même, pour extraire de la connaissance des données et pour, par exemple, prévoir les ventes qui vont être faites dans les prochains semestres ou les prochaines années. Et tous ces genres d'informations qui seront utiles en tout cas à l'entreprise pour piloter sa stratégie. Donc, à part les métiers, il y a les algorithmes, les fameux algorithmes. Alors, la slide comme ça peut paraître assez indigeste, mais je vais vous l'expliquer très rapidement. Donc, on parle actuellement de machine learning et le machine learning peut se décomposer en 3 grosses parties. La première partie, c'est l'apprentissage supervisé. Donc, pourquoi supervisé? C'est parce qu'en fait, l'algorithme, on doit lui donner des données pour qu'il puisse apprendre. L'apprentissage non supervisé, à partir de là, en fait, on n'a plus besoin de fournir des données à l'algorithme. Il va apprendre par lui-même, ce que c'est exactement. Donc, par exemple, on peut lui donner 2-3 images de, par exemple, ce que c'est qu'un chien. Lui-même va pouvoir, avec les prochaines données, apprendre ce que c'est un chien, donc apprendre qu'un chien a telle oreille, tel museau, tels yeux. Et à partir de là, va pouvoir apprendre par lui-même. Et le dernier, c'est l'apprentissage par renforcement. Et là, c'est une grosse masse de données qui est donnée à l'algorithme pour qu'elle puisse apprendre étape par étape, en tout cas. Je ne voulais pas préciser au début, mais je vous le précise maintenant. Si vous avez des questions, sentez-vous libre de les dire maintenant. Je regarde le chat là maintenant pour savoir si tout est bon pour vous. Dites-moi dans les commentaires si tout est correct pour vous là maintenant. Tout est clair, super. Merci pour ton retour, Carla. Donc, je passe à la suite. Alors, au-delà de l'aspect
théorie, j'aime beaucoup la pratique et je pense que la pratique parle surtout aux personnes qui ne connaissent rien au machine learning. Bon, ceux qui connaissent déjà, vous savez un peu les applications, les cas concrets qu'il y a dans les entreprises. Mais en tout cas, pour les personnes qui ne savent pas vraiment ce qu'il en est exactement, je vous propose de vous montrer 2 études de cas. La première, c'est une étude de cas que j'ai réalisée moi-même sur une base de données qui a été mise en service par Airbnb. Et la deuxième étude de cas, c'est une vidéo que je vais vous montrer et qui provient de l'État français. Alors, ce que je vous propose là maintenant pour l'étude du cas Airbnb, c'est de vous montrer vraiment très rapidement, très succinctement ce que ça ressemble à un algorithme de machine learning. Le but, c'est de ne pas faire compliqué, mais simplement de vous expliquer les grandes lignes. Donc, ce que vous voyez dans l'encadré en bleu, c'est ce qu'on appelle des librairies. Qu'est-ce que c'est une librairie? Imaginons que c'est un package que l'on va télécharger. Et dans ce package, il y a beaucoup de manipulations et beaucoup de calculs qu'on peut faire avec des données. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est lorsqu'on veut forcément utiliser un algorithme, il faut préciser exactement ce que l'on veut faire, donc ce qu'on appelle des paramètres. Et ces paramètres, vous pouvez les voir en rouge dans l'encadré jaune. Vous avez Room Type, Neighborhood, et le troisième, c'est Price. Et le dernier encadré qui est en vert, je vais vraiment passer très rapidement dessus, c'est votre algorithme qui permet de déployer une régression linéaire, donc notamment pour prévoir les prix futurs des chambres louées par Airbnb. Donc, après avoir fait passer toutes ces lignes de code, qui sont en Python d'ailleurs, on obtient ce graphique. Donc, ce que vous pouvez voir en fait sur l'axe des abscisses, c'est le mètre carré de la chambre. Donc, ça va de 20 à 160. Et les prix qui vont de 0 à 250. Donc, alors, de base, la base de données que j'ai pu avoir de la part de Airbnb, c'est les prix des chambres à Washington en 2015. Là, ma prédiction, c'est pour l'année 2016. Donc, on voit qu'en 2016, si on a une chambre on va dire de 120 mètres carrés, on a un prix qui est en général entre 100 et 150. C'est le prix pour une nuit. Donc, on voit les prédictions, en tout cas, par rapport à ce qui a été fait en 2015, on voit que les prix augmentent par rapport au mètre carré et par rapport surtout au quartier dans lequel on est. Alors, par rapport à l'impact du machine learning sur la société, donc il y a 3 gros impacts. La première, c'est l'amélioration de la performance au travail, donc, notamment en mesurant qu'est-ce qui est fait exactement par les employés et ensuite avoir des plans par les RH pour accompagner dans la performance les employés dans leur travail. Le deuxième impact, c'est le remplacement d'emplois. Et là, je vais vous prendre l'exemple de mon entreprise actuelle. Donc, dans mon entreprise actuelle, ce qu'il y avait avant, c'était beaucoup de travail où il fallait déplacer des objets, les soulever, les poser. Et plutôt que de s'user physiquement pour ça, pourquoi pas utiliser des machines pour déplacer les objets? Donc, c'est ce qui a été fait. Et les personnes qui, malheureusement, ont certes perdu leurs emplois, ont pu acquérir des compétences derrière et pouvoir évoluer en interne, notamment dans le département informatique. Et le troisième impact sur le monde du travail, c'est le paradigme au niveau des compétences. Donc, il y a actuellement une grosse pénurie au niveau des compétences, notamment techniques, et il y a un gros investissement par les entreprises et par les États pour faire en sorte que les citoyens puissent avoir des compétences qu'ils pourront utiliser, développer et aussi mettre en œuvre pour la société et pour les entreprises. Voilà. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire une typologie des métiers qui seront sauvés d'après OpenAI. Et OpenAI, c'est quoi? C'est la fameuse entreprise qui a créé ChatGPT. Et elle estime qu'il y aurait 5 grandes familles de métiers qui seraient sauvées après, on va dire, la grosse implantation du machine learning et de l'intelligence artificielle dans la société. Donc, les métiers qui seront sauvés, en tout cas, ils seront liés à la créativité, aux compétences manuelles, à l'empathie, au sens du relationnel et les métiers de terrain. Et pour vous donner des exemples de ces métiers, on peut penser notamment aux aides menuisiers, aux athlètes et compétiteurs, aux maçons en ciment et finisseurs de béton, aux opérateurs d'extraction et pour terminer, aux plongeurs. Alors, on a parlé là maintenant des métiers qui pourraient être sauvés, notamment du fait de leurs compétences, mais il y aura malheureusement des métiers qui ne seront pas sauvés. Et ces métiers, c'est notamment ceux de l'écriture. Donc, par exemple, rédacteur web. Pourquoi est-ce qu'on aurait encore un rédacteur web alors que via ChatGPT, on peut lui poser une question, il va nous écrire un texte
Peut-être que le texte ne sera pas parfait dans un premier temps, mais on peut encore reposer des questions pour pouvoir affiner, pour avoir un meilleur langage. Et puis derrière, s'il faut faire des modifications par un humain qui prendrait 5 minutes, ça pourrait être fait. Donc pourquoi encore avoir des personnes qui pourraient écrire? Deuxième métier qui serait menacé, c'est la conduite de véhicules. Et là, je prends l'exemple de Tesla. Tesla qui permet à ces voitures d'être autonomes. Donc si on prend l'exemple de Uber avec des chauffeurs, pourquoi avoir des chauffeurs alors qu'on peut automatiser la conduite, surtout qu'aujourd'hui ça devient de plus en plus performant parce qu'on a des algorithmes qui sont mieux construits, avec beaucoup plus de données, qui peuvent traiter des données beaucoup plus rapidement et de meilleure qualité. Le troisième métier qui serait menacé d'après le site Indeed, ce serait les métiers qui seraient liés au développement web, donc notamment les codeurs. Donc il y a ChatGPT qui a été mis en service il y a quelques années, mais il y a aussi des variantes de la technologie ChatGPT. Je pense notamment à des sites internet qui permettent de donner une demande, et puis cette demande, derrière, il y aura un code qui va être développé, et ce code pourra être corrigé automatiquement. Donc, encore une fois, pourquoi avoir des développeurs? Et le quatrième type de métier qui serait menacé, ce seraient les métiers liés à l'éducation. Si on prend des cours en ligne, on peut simplement avoir des intelligences artificielles, donc du machine learning, qui va prendre une image, la faire parler et débiter un cours tout simplement. Donc pourquoi est-ce qu'on aura encore besoin de professeurs dans des salles de classe pour donner des cours qui pourraient être en ligne en tout cas? Et après cela, ma présentation est terminée. Et je vous remercie pour votre patience et je m'excuse surtout pour les problèmes techniques qui ont été liés à cet Tech Live. J'imagine que c'est vraiment pas agréable pour vous et pour la suite de cette présentation. Donc, encore une fois, je m'excuse pour ça. Et puis pour terminer, je vous propose de passer à une question de Q&A. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je les afficherai à l'écran. J'affiche, Nicolas, j'affiche à l'écran une question de Jean-François. Merci. La thèse en cours, as-tu évoqué l'impact environnemental de l'intelligence artificielle? Alors, ça n'a pas été évoqué, parce que le but pour moi, c'était vraiment d'indiquer dans les grandes lignes qu'est-ce que c'est exactement le machine learning et de voir les utilisations concrètes qu'on peut avoir pour les entreprises et pour les citoyens notamment. Et merci pour ta question, Jean-François. Alors, Enzo qui dit le deep learning dans tout ça. Alors, pourquoi est-ce que je n'ai pas parlé de deep learning? Parce qu'en fait, moi, je vois trois grandes catégories. La première catégorie qui est l'intelligence artificielle générale. La deuxième partie qui est le machine learning. Et la troisième partie qui est propre et qui est indépendante du machine learning, qui est le deep learning. Le deep learning, ça s'appuie forcément sur le machine learning. On va faire apprendre aux machines qu'est-ce qu'on va faire exactement. Mais le deep learning diffère aussi en même temps du machine learning parce que c'est des algorithmes qui sont beaucoup plus gros avec des applications beaucoup plus impactantes en tout cas. Il y avait aussi une question de Mathis que je ne retrouve plus. Peux-tu la reposer, Mathis, dans les commentaires, s'il te plaît? Alors, je prends d'abord la question de Mathis, après je prendrai celle de Arthur. Alors, Mathis qui dit en plus de Python, est-ce que ça t'arrive d'utiliser RStudio? Alors, dans la présentation, j'ai dit que j'avais justement passé 2 certificats. Donc le premier, c'était en collaboration avec Google et Coursera, et le deuxième, c'était IBM et Coursera. Dans le cours de IBM, c'était RStudio qui était notamment utilisé, donc le langage R. Et dans le certificat de IBM, c'était beaucoup plus du Python qui était utilisé. Moi, personnellement, j'utilise beaucoup plus Python parce que je trouve que c'est beaucoup plus, en tout cas, la syntaxe est beaucoup plus facile à comprendre et à utiliser. Beaucoup plus de fonctionnalités pour moi.
et beaucoup plus d'applications qui peuvent être faites. Donc, ça peut être forcément le traitement de données dans le cadre du machine learning, mais ça peut être aussi pour coder des applications, par exemple. Donc, moi, dans mon cas, personnellement, je préfère Python à RStudio. Alors, je vais prendre la question de Arthur. Alors, tu fais que du Python, ça t'arrive d'utiliser RStudio? J'ai 2 fois la même question, je pensais que c'était différent. Oui, non, t'inquiète, il a reposé la même question que Mathis, Okay. C'est pour ça. Ok, c'est pour ça. Merci. Mais s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Nicolas répondra. Il reste quelques minutes, on peut encore poser quelques questions. Nicolas, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. Oui. Mais en tout cas, tu peux conclure et puis nous, de notre côté, te remercier pour ton calme et ta tranquillité face à ces petits soucis techniques. Bravo. C'est des choses qui arrivent et puis on fait avec dans tous les cas. Effectivement. Mais si tu as un mot de la fin ou si tu veux congédier tes invités. Écoutez, merci à tous pour votre participation. Je vais me répéter encore une fois, mais désolé pour les problèmes techniques. J'espère en tout cas que vous avez compris dans les grandes lignes ce que c'est exactement le machine learning. Que c'est pas, ce que je voulais vraiment vous expliquer, c'est que c'est une chose que même si vous n'avez pas les compétences, c'est quand même possible d'apprendre, qu'il y a en tout cas des ressources en ligne pour ça, qui sont d'ailleurs même très bien expliquées et que vous pouvez y aller au pas à pas. Et puis savoir qu'il y a quand même beaucoup d'applications qu'on peut avoir, soit nous-mêmes pour nos projets personnels, ou alors pour les entreprises, ou alors pour des projets pour la société en tout cas. Donc je vous remercie pour votre présence et puis je vous souhaite une bonne soirée à tous. Au revoir. Et n'hésitez pas à contacter Nicolas sur LinkedIn si vous avez des questions. Nicolas Spagnol. Merci. Merci à tous.